Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto. On va faire le débrief avec beaucoup de retard du Grand Prix d'Italie. Je m'en excuse, hein, on a beaucoup d'actu au niveau notamment du cyclisme. Il y a le Dauphiné. J'ai pas encore eu le temps de faire le débrief du Tour d'Italie pour tout vous dire. Il y a l'athlétisme. Il y a également les audiences, donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. On fera bien entendu le débrief des bleus, les tops et flops. Mais on va commencer par l'information un petit peu de ce week-end, cette information un peu moins réjouissante avec la mort de Jason Dupassier. Le pilote suisse, à la sortie de ce double gauche de Raviata, très très compliqué. C'est compliqué, c'est difficile de parler de cet accident dans l'idée parce que contrairement à peut-être même l'accident de Romain Grosjean en F1 ou Antoine Hubert en F2 où il y avait beaucoup de choses à dire et peut-être à redire sur un peu sur la sécurité où il y avait eu des choses qui ne s'étaient pas déroulées correctement, autant là l'accident, je pense, est pas évitable. C'est-à-dire que, à part réfléchir au format des qualifications, peut-être à la taille des pneus en Moto 3, au format de qualification pour éviter que les pilotes se suivent, mais à part ça, il n'y a pas d'autre vraiment solution. Et encore, cet accident-là, il aurait pu se dérouler le dimanche, ça aurait été la même chose. Où il sort, il tombe à la sortie d'un virage à l'aveugle. On va pas modifier le circuit. Là, il reste sur la piste en fait, c'est ça la catastrophe. Ce qu'il y a sur la piste, il se fait percuter. Certainement, hein, parce qu'on n'a pas toutes les images. Puis j'ai pas envie de les regarder non plus 150 fois aussi. Mais voilà, c'est un accident où le circuit, on peut pas le modifier non plus totalement sans le dénaturer. En termes de sécurité, les mecs sont intervenus ils sont intervenus tout de suite, les commissaires, l'équipe médicale également sur place. Ils ont fait tout leur possible aussi, hein, mais à partir du moment où dès que j'ai vu que l'intervention, parce que j'ai pas vu les qualifs en direct, hein, donc j'ai appris ça à 16h, je regardais le Tour d'Italie, l'avant-dernière étape. Donc quand j'ai vu ça, j'ai vu 40 minutes, plus de 40 minutes d'intervention, je me suis dit, mais il y a très peu de chances qu'ils soient encore en vie. Parce que très clairement, même Ayrton Senna, il était parti plus vite. Ça veut dire que si l'intervention durait aussi longtemps, c'est qu'il ne pouvait pas le transporter pendant très longtemps. Donc c'est-à-dire que la situation était assez catastrophique. Et puis après, quand le soir même, on a une information comme quoi on nous indique qu'on ne peut pas l'opérer. On savait qu'à part prier avec un cierge, j'avais plus grand chose à faire, très clairement, du côté de Dupassier, et qu'il fallait plutôt attendre un miracle dans ce genre de situation, et le miracle n'est pas venu. Mais encore une fois, on sait le risque que prennent ces pilotes de moto, et même là, quand je vais encore critiquer certains des pilotes, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de respect pour ces mecs-là, parce que oui, ils prennent des risques tous les week-ends, mais encore une fois, ils savent ce qu'ils font. Quand ils mettent leurs fesses sur une moto, ils savent qu'il y a un risque, ils savent que possiblement ils peuvent mourir. C'est pour ça que je prends beaucoup de recul, hein, même quand je suis fan d'un pilote, j'ai énormément de recul avec ça parce que moi je me souviens notamment du journaliste de Libération qui faisait la F1, j'ai oublié son nom, et qui était très proche de Senna et qui avait dit qu'il avait été bouleversé vraiment par sa mort parce qu'il était vraiment très très proche, trop proche certainement, d'Ayrton Senna. Et voilà, faut toujours garder du recul dans cette discipline-là parce qu'on sait qu'il y a un risque. Mais de toute manière, quand on est fan de ces disciplines-là, quand on regarde ces disciplines-là, on connaît également le risque que prennent ces mecs-là et on sait que oui, il peut y avoir des morts. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir beaucoup de recul quand on regarde ces disciplines. Je vais passer à la note du Grand Prix. J'ai mis 13 sur 20, pas forcément par l'ambiance du week-end, même si forcément on a eu un dimanche avec une grille un peu plus calme et des qualifications aussi où l'ambiance était un petit peu particulière. Mais je note surtout le Grand Prix. Et pour moi 13 sur 20 parce que c'est un Grand Prix qui fait le taf, mais j'ai pas eu vraiment d'actions qui m'ont emballé plus que ça. Il y a eu des beaux dépassements,
mais je sais pas, il manquait quelque chose pour mettre une meilleure note. Pour moi, il fait le taf, c'est un bon Grand Prix, mais il me manquait une petite chose, peut-être un petit manque de bagarre aux avant-postes comparé à d'autres Grands Prix. Et puis c'est sûr qu'on a enchaîné quand même depuis le début de saison des très très bonnes courses. Alors j'ai pas conservé les notes des derniers Grands Prix, donc je peux pas vous dire si j'avais mis si c'est la moins bonne note depuis le début de saison. Je pense, mais voilà, il a quand même fait le taf. Et puis j'ai eu du mal aussi avec du côté de Canal+, je trouve qu'ils ont pas très bien géré cette situation-là au niveau de la grille. Je trouve que c'était assez bizarre en fait. Alors, d'un côté, bon, ils rendaient, voilà, ils ont rendu assez peu hommage en fait à Jason Dupasquier, même à l'antenne. Ils en ont parlé, mais vraiment très peu. De l'émission La Grille. Et puis, bon voilà, l'ambiance était très particulière parce ils s'excitaient pour le Grand Prix alors que je pense qu'ils auraient dû être un peu plus en retenue par rapport à cette course du fait de voilà qu'on avait quand même perdu un pilote sur le week-end. Je trouve notamment ce qu'avait fait et ce qui reste pour moi encore une référence dans ce genre de situation, c'est notamment ce qu'avait fait Jean-Louis Moncet à l'époque de la mort de Ratzenberger, parce qu'on était un petit peu dans la même situation lors du Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin en 94, où on va dire que voilà, on avait été beaucoup plus calme sur la pré-grille du Grand Prix d'après, du Grand Prix pardon du dimanche. Avant la mort de Senna, et même sur le Grand Prix de Monaco notamment, où le Grand Prix de Monaco, la grille était assez glauque. Pour ceux qui l'ont vu, je trouve que TF1 avait mieux géré que là, Canal+ a pas été très fin, je trouve. Enfin, c'était bizarre. Je regardais l'émission La Grille avant la course. Vraiment, je trouve qu'ils ont pas très bien géré la situation. On passe du côté des Bleus aux deux pilotes. Je vais commencer avec Fabio Quartararo. 100%. Voilà, pôle victoire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le week-end de Quartararo, à part qu'il a été parfait. Quand il est comme ça, c'est vrai imbattable. Quand il domine de la tête et des épaules ce type de course. Bon, Yamaha a réglé, semblerait-il, les problèmes de départ. Ils ont décidé d'avoir le même système que Ducati, c'est-à-dire avoir la fourche avant également qui se bloque sur les phases de départ. Le moteur Yamaha, ils ont réglé les problèmes de puissance qu'ils avaient auparavant, même si par rapport à Ducati, il y a un déficit, mais il y aura toujours un déficit parce qu'ils ne sont pas sur la même technologie. Je rappelle du côté de Yamaha 4 cylindres en ligne, de l'autre V4, ce n'est pas la même vision. Grosso modo niveau moteur, donc il y aura toujours un déficit de performance, mais l'année dernière ils avaient même un énorme déficit de performance par rapport à Suzuki qui embarque la même technologie, donc c'est là où il y avait un problème. Là on sent qu'ils ont réglé la situation, et puis par rapport à Vignales, il a explosé Vignales, c'est un peu le seul pilote Yamaha quand même sur ce week-end qui s'en sort face à Vignales, face à Morbidelli, face à Rossi. C'est le seul qui fait un bon week-end, donc chapeau monsieur Quartararo. Et puis chapeau également par rapport au drapeau suisse et par rapport au on va dire à l'image qu'il a donnée et son hommage à Jason Dupasquier. À Jason Dupasquier, je trouve que c'était Jason Dupasquier, c'était vraiment très bien. Je continue avec Zarco. Avec Johann Zarco, pardon, je vais y arriver. Dommage, il en manque un petit peu sur la fin du Grand Prix du côté du pilote français, parce que il rate un petit peu sa fin de course. Peut-être qu'il a un peu trop tapé dans les pneus. On a vu pas mal de pilotes avoir une deuxième partie de course très compliquée, et d'autres qui avaient un début de course très difficile, notamment Rossi bien s'en sortir sur la fin du Grand Prix. Donc du côté de Zarco, oui, une fin de course vraiment pas mal. Une toute fin de course pas mal. Par contre, il y a un ventre mou entre 10 tours de l'arrivée et 3-4 tours de l'arrivée, où là, il a vraiment pas de rythme à ce moment-là, et c'est là où il rate le podium, parce qu'il finit plus fort que Johan Mir, mais comme avant il s'est un petit peu raté, c'est dommageable pour Johann Zarco.
Après, sur le week-end, encore une fois, il fait une très très bonne course. Très bonne qualification aussi. Et puis il finit devant les autres pilotes Ducati. Donc là encore, pour un pilote satellite, c'est une très belle performance de la part de Zarco. Donc voilà. Dommage ce petit ventre mou pendant le Grand Prix, ça montre qu'il doit encore s'améliorer sur la machine. Je continue avec les tops du côté des pilotes au top. J'ai oublié de vous prévenir, je ne mets pas d'affichage, c'est aussi pour un problème de temps. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Du côté de KTM, moi j'ai mis en top parce que c'est le grand retour de KTM. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu un début de saison très difficile. Un peu d'incompréhension sur la moto, que ce soit pour Brad Binder, que ce soit pour Miguel Oliveira, mais également pour les pilotes officiels, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et là, du côté de cette équipe, on a fait vraiment du très très bon. On a beaucoup travaillé du côté de chez KTM et j'ai l'impression, ils commencent à rétablir la situation. Déjà, c'était mieux du côté pour certains pilotes du côté du Grand Prix de France. Là, c'est encore mieux, vraiment dans l'ensemble. Même si Iker Lecuona a encore été en retrait, de toute manière, Iker Lecuona, je pense, c'est sa dernière saison, vu que notamment il sera remplacé par un petit Australien du côté de l'équipe Ajo plutôt en Moto 2, qui devrait faire vraiment des belles performances avec Garner. Voilà, du côté de KTM, si on arrive à encore faire une très bonne course en Espagne, peut-être que le mauvais début de saison ne sera qu'un mauvais souvenir. Alex Espargaro également, parce que 4e en qualif, 7e je crois me rappeler en course, si je ne dis pas de bêtises. Là aussi, du côté d'Alex Espargaro, ça continue et je trouve que sur une piste où normalement l'Aprilia aurait dû être en difficulté à cause de son déficit moteur, à cette machine, ils ont encore bien performé. Et puis du côté d'Aprilia, on voulait, je pense, marquer le coup aussi parce que Fausto Gresini, parce que voilà, l'usine n'est pas extrêmement loin non plus. Rendre hommage aussi un petit peu au patron de cette équipe qui est décédé de la Covid pendant l'intersaison. Et du côté de Aprilia, ça a été une belle course. Est-ce que Aprilia gardera Alex Espargaro? Ça, c'est la grande question, parce qu'on sait que Fausto Gresini l'équipe Aprilia va se lancer officiellement. Aujourd'hui, ils sont soutenus par le team Gresini. Le team Gresini, lui, va quitter Aprilia, peut-être pour rejoindre Ducati. On sait qu'il y a des discussions qui sont en cours en ce moment du côté de chez Fausto Gresini, surtout que Avintia, on ne sait pas s'ils vont rester chez Ducati. On sait que Suzuki cherche une équipe satellite. Ça gênerait pas non plus Yamaha d'avoir plus de motos. Donc il y a une réflexion qui va se faire, je pense, du côté de l'équipe Avintia, qui sera certainement l'équipe de Valentino Rossi l'année prochaine, enfin l'équipe VR46. Pardon. Tibayunou. Et donc il y a une vraie bagarre dans cette situation-là. Je continue du côté des pilotes avec des pilotes top avec Joan Mir, 3e. Très bon Grand Prix de la part de Joan Mir, très bon week-end sur un circuit où là encore, peut-être que chez Suzuki, on n'avait jamais eu de grands résultats, et puis surtout, il est largement devant son équipier Alex Rins. Mais Joan Mir, il partait 9e sur la grille, comme d'habitude, belle remontée le dimanche, c'est un petit peu sa spécialité aux pilotes de chez Suzuki, c'est un peu leur spécialité aux deux, de pas forcément ultra bien se qualifier, mais par contre de faire des très très bons dimanches. Du côté de Joan Mir, moi, ce que j'ai aimé, c'est son rythme, surtout sur la deuxième partie de course, où il s'en est très très bien sorti, et contrairement à d'autres pilotes, lui, il a vraiment accéléré le rythme en deuxième moitié de Grand Prix, et on voit que ça permet de confirmer cette idée que la Suzuki est une moto plutôt facile, plutôt agréable à utiliser, et sur laquelle on peut plutôt bien gérer ses pneus quand on est pilote, ce qui n'est pas toujours facile en moto, contrairement à la Ducati notamment, où dans ce domaine-là, c'est un petit peu plus compliqué. Je passe au pilote flop. On a déjà 15 minutes de vidéo. Du côté des pilotes flop, je commence avec Marc Marquez.
il en a encore trop fait. Marc Marquez, il s'est pas fait des amis sur ce week-end de course. Il s'est mis dans une situation qui va, je pense, bientôt devenir intenable du côté de Marc Marquez, son attitude pendant les qualifications face à Viñales. Lui-même il l'a avoué, il était à la limite de règlement, oui. Mais j'ai surtout pas apprécié, c'est que son attitude, alors que 40 minutes avant, même pas, il y a eu un énorme crash. Cette attitude un petit peu nonchalante de prendre des risques, au final de suivre un autre pilote, alors que c'est un petit peu les conséquences de l'accident de Dupasquier. Moi, je n'ai pas apprécié son attitude sur le week-end à Marc Marquez. Et puis ensuite, il rentre dans un pilote en course. Il fait, je trouve, un peu n'importe quoi en qualification. Et puis, on commence à avoir des inquiétudes. C'est vrai quand on voit l'ancien patron de la clinique mobile qui nous raconte grosso modo qu'il est sous antibio et que l'infection n'est pas terminée, son infection au niveau de son bras, que grosso modo au niveau de la plaque, il y a de grandes chances que ça reparte et qu'on soit obligé d'enlever la plaque et là il ne pourra plus piloter. De toute manière, avec Marc Marquez, il y a eu une très mauvaise gestion de la situation depuis le départ depuis les 20 minutes après l'accident à Jerez, il voulait déjà remonter sur sa machine et je crois que c'est lui déjà premièrement qui a fait une erreur. Ensuite également toute l'équipe de Honda qui a également pas bien compris la situation, la gravité de la situation, je pense, pendant très longtemps. Et puis, encore une fois, ce problème du côté de chez Honda, c'est qu'on a une moto qui est beaucoup trop compliquée à piloter. Et donc, c'est quasiment impossible de sortir un gros chrono, à part quand vous avez un Marc Marquez en hyper grande forme. Et là, Marc Marquez, il n'est pas en hyper grande forme. Même lui n'arrive pas à sortir un chrono. Mais quand on regarde les autres pilotes Honda, excusez-moi, mais bon, en qualification, que ce soit Nakagami, Alex Marquez ou Paul Espargaro, il n'y en a aucun qui a fait un bon Grand Prix. Le meilleur pilote Honda sur la course, c'est Paul Espargaro qui finit 12e. Nakagami abandonne. C'est également Alex Marquez fait simplement 14e. Donc c'est aussi un problème du côté de chez Honda. Je continue avec Alex Rins, 4e résultat blanc. Donc là, déjà le championnat c'était mort, là c'est même plus mort. Commence à avoir des inquiétudes pour Alex Rins et son contrat ou sa situation pour l'année prochaine. Non, parce que quand vous faites autant de mauvais résultats, je pense que Suzuki va commencer à être très inquiet. Et puis on sent que c'est un pilote qui est dans une spirale négative, qui est dans une situation qui est très compliquée. Mais quand on est au 6e Grand Prix de la saison et qu'on a déjà 4 abandons, il y a un moment, il faut se remettre aussi en question. Je pense que sur ce week-end de course-là, il fallait déjà qu'il finisse ce Grand Prix. Je pense que ce que lui demandait Suzuki. Et là, sa chute, en plus, elle est bizarre parce qu'elle est sur un virage où on chute très rarement. Aujourd'hui, ce dernier virage du circuit, on chute beaucoup plus dans le virage qui est avant la chicane du dernier secteur. Donc oui, assez incompréhensible cette chute et il est dans une situation qui va commencer à vraiment ne plus être tenable du côté d'Alex Rins. Puis quand on sait le marché des transferts, quand on sait les quelques pépites qu'on a en Moto2, c'est vrai que du côté de chez Suzuki, on va peut-être commencer à regarder des pilotes dans la catégorie inférieure. Et puis Luca Marini, week-end compliqué pour le pilote aussi de l'équipe Avintia. Pour l'équipe Avintia en général ça a été difficile, mais encore plus pour Marini, pas du tout de rythme pendant tout le week-end, que ça soit en début de course, en fin de course, il n'avait vraiment aucun rythme avec sa moto dépassée quand même par Morbidelli, et pourtant Morbidelli a été largement ralenti par la chute de Marquez. Bon, ça a été très difficile pour Marini. Et je trouve qu'il commence un petit peu à se faire manger par son équipier Marini, ce qui m'inquiète un petit peu pour le pilote italien. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il a fait une bonne course, j'ai pas trouvé qu'il avait du rythme. Et depuis le début de saison, de toute manière, autant Bastianini quelquefois était performant, très performant, autant Luca Marini, je le trouve, est plus en retrait. Peut-être du mal aussi à revenir après sa chute,
quand même, hein, lui aussi il avait une grosse chute au Mans. Peut-être que voilà, il a encore un petit peu de limité physiquement sur sa moto, mais là 50 secondes, c'est-à-dire quand même qu'il finit avec 13 secondes de retard sur Morbidelli. Sur Savadori, il finit quand même avec 18 secondes de retard. C'est pas normal à ce niveau-là d'être aussi peu performant. On passe au classement pilote et constructeur. Du côté du classement pilote, c'est Fabio Quartararo qui est en tête du championnat avec 105 points désormais d'avance. Il commence à être intéressant, hein. La situation de Fabio Quartararo devant Johann Zarco. Hein. Je pense que ça c'est pas arrivé souvent dans l'histoire des Grands Prix qu'on ait deux pilotes français en tête du championnat du monde et en catégorie Rennes. Je crois que ça n'est jamais arrivé, hein, sans trop forcer. Devant également Banaya. Alors il y a 24 points d'écart entre Zarco et Quartararo, 26 entre Banaya et Quartararo. On retrouve ensuite Jack Miller, Johan Mir, Viñales qui maintenant a beaucoup de retard quand même au championnat Viñales. Puis Alex Espargaro, Brent Binder, Franco Morbidelli, Oliveira. Du côté des débutants, c'est Enea Bastianini qui est en tête de ce classement avec simplement un point d'avance sur Ray Martin. Et pourtant, Ray Martin n'est pas présent depuis le Portugal. Et Marc Marquez simplement 18e avec 2 abandons d'affilée. Beaucoup de chutes de toute manière depuis le Grand Prix d'Espagne. La situation commence vraiment à être très compliqué pour Marc Marquez. Je continue avec le classement constructeur. Le classement constructeur, c'est Yamaha qui est en tête désormais avec 9 points d'avance sur Ducati. On retrouve ensuite Suzuki, puis KTM et enfin Honda et Aprilia, les deux étant seulement séparés de 3 points. Un match très intéressant entre ces deux équipes. Et puis on va finir avec le classement par équipe. Et du côté du classement par équipe, on retrouve Yamaha en tête là également avec le team officiel Yamaha qui est devant le team Ducati. Entre ces deux équipes, il y a 16 points. On retrouve ensuite Pramac, premier des indépendants avec 102 points, puis l'équipe Suzuki, l'équipe KTM 5e, l'équipe Honda 6e, deuxième team indépendant c'est Petronas mais qui n'a que 48 points, c'est-à-dire déjà 54 points de retard sur Pramac, puis LCR Honda, Aprilia, ces trois équipes se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche avec Honda, et puis ensuite derrière un peu plus distancé Tech 3 et Avintia qui est 11e et dernière de ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao.